Apprenez Python à partir de zéro, de la manière la plus simple possible. Bonjour, je suis Viviane Arana et je voudrais vous accueillir dans le monde de la programmation. C'est l'heure de l'histoire. Imaginez ceci. Vous avez une idée géniale pour une nouvelle application ou un jeu, peut-être quelque chose qui recommande des tenues en fonction de la météo ou une simple aventure textuelle où vous explorez un château hanté. Maintenant, comment le concrétiser? Vous dites à un ordinateur exactement quoi faire, étape par étape, dans un langage qu'il comprend. Ce langage, c'est Python. Apprendre Python, c'est comme apprendre à discuter avec votre ordinateur. Au lieu de bip et de bops aléatoires, vous utiliserez des mots et des symboles pour faire des choses incroyables à l'ordinateur pour vous. Que ce soit pour les mathématiques, jouer de la musique, créer un site web ou faire un jeu. Alors allons-y et configurons notre espace de codage. Donc la première étape est d'aller sur Python et d'installer Python sur votre machine. Pour ce faire, vous irez sur Python et c'est le site web de Python où vous pouvez tout apprendre sur Python. Là, vous pouvez simplement suivre avec moi. Et ensuite, aller dans les téléchargements et vous assurer, selon l'ordinateur que vous utilisez, Windows, Linux, macOS ou autre, d'installer cette version particulière. Version de Python. Si vous utilisez Windows, vous pouvez aller ici et télécharger Python à partir d'ici. Pour les machines Linux ou Unix, vous pouvez l'obtenir de là. Si vous utilisez macOS, vous pouvez l'installer à partir de là. Et par défaut, il vous indiquera, il détectera automatiquement ce que vous utilisez et il vous demandera d'installer cette version ici même. Alors pourquoi faisons-nous cela? Vous avez besoin de Python sur votre ordinateur pour qu'il comprenne le code magique que vous allez écrire. Pensez-y comme à l'installation d'un traducteur qui parle à la fois l'ordinateur et l'anglais. Maintenant, choisir un éditeur. Pour écrire votre code, vous aurez besoin de l'un de ces éditeurs. Le premier éditeur que vous pouvez obtenir est Tony, qui vient de tony.org. C'est très convivial pour les débutants. C'est comme un câlin chaleureux qui vous aide à apprendre. Ensuite, nous avons Visual Studio Code ou VS Code, qui est très populaire, puissant et de nombreux professionnels l'utilisent. Vous pourriez aimer tous les plugins colorés. Et enfin, nous avons Google Colab que nous utiliserons pendant notre cours. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'installer quoi que ce soit sur l'ordinateur, car souvent, lorsque vous essayez d'installer des choses, elles se cassent. Donc, au lieu de rencontrer ces problèmes, pourquoi ne pas simplement utiliser quelque chose sur le cloud? Donc, comme je l'ai mentionné, vous pouvez aller sur tony.org et l'installer à partir de là. C'est une option que vous avez. Ou vous pouvez aller sur code.visualstudio.com et télécharger. Visual Studio pour vous? Ou, comme ce que nous allons faire dans ce cours, allez sur collab.research.google.com. Connectez-vous avec votre compte Google. Ou, si vous n'en avez pas, créez-en un. Et puis commencez à coder à partir de là en disant Fichier nouveau notebook et drive, et cela ouvre un nouvel espace ou un espace de codage pour vous permettre de coder. Et nous l'examinerons plus en détail dans la section suivante. Donc, une fois que vous avez installé Python et choisi un éditeur ou que vous décidez de le faire, suivez-moi et faites-le sur le cloud. Vous avez essentiellement configuré votre studio de codage. C'est l'endroit où vous créerez et testerez tous vos chefs-d'œuvre. Ensuite, passons à votre première ligne de code. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est écrire notre premier script Python. Pour cela, je vais ouvrir mon navigateur et aller sur collab.research.google.com. Je vais tout fermer ici. Je n'ai besoin d'aucun de ceux-ci. Et je vais dire fichier nouveau carnet dans le drive. Cela créera un nouveau carnet. La première chose à faire est de toujours vous assurer de nommer votre fichier. Donc, je vais dire premier code.ipynb, ce qui signifie que c'est un fichier appelé premier code. Le nom est premier code et c'est du type carnet Python interactif. Donc, c'est ce que nous créons ici. Donc, c'est un peu comme si vous aviez un carnet où vous continuez à écrire des choses, à écrire du code, des extraits, puis à y revenir quand vous le souhaitez. Et voici mon premier code .ipynb. Je vais aller de l'avant
et taper mon premier script. Je vais appeler une fonction. Maintenant, qu'est-ce que les fonctions? Les fonctions sont quelque chose dont nous allons discuter un peu plus tard. Mais ce que je vais faire, c'est écrire une fonction appelée sprint. Une fonction signifie une tâche à accomplir pour l'ordinateur. Donc, je dis à Python, et Python, affiche Hello World pour moi. Donc, quand je fais cela, je dis à Python, et affiche Hello World pour moi, et Python, qui est un traducteur, s'exécute. Il va à l'ordinateur et dit, le programmeur veut que nous tapions Hello World et l'affichions à l'utilisateur. Je l'ouvre, je vais aller de l'avant et appuyer sur ce bouton de lecture juste à côté, où il dira ici Contrôle, Entrée, est une autre option. Cela prend un peu de temps la première fois, donc soyez patient, mais par la suite, ce sera beaucoup plus rapide. Nous allons donc exécuter ce code et il m'affichera Hello World. Si je dis Hello Viviane et que je l'exécute, cela changera et dira Hello Viviane. Et si vous remarquez, vous voyez à quel point c'est rapide maintenant. Habituellement, si vous créez un fichier, vous le créeriez probablement sous le nom de Hello Pays, qui est un fichier Python sur votre ordinateur, et vous l'enregistrez. Et vous l'exécutez depuis votre invite de commande ou votre terminal, selon la machine que vous utilisez. Mais si vous utilisez le cloud, vous pouvez l'exécuter directement depuis votre navigateur. Donc félicitations, vous venez de dire à l'ordinateur d'afficher un message de bienvenue. C'est un petit pas, mais chaque parcours de codage commence par Hello World. Ensuite, passons aux variables, vos boîtes virtuelles. Imaginez votre chambre remplie de boîtes, chacune étiquetée avec un nom. Il y a une boîte de chargeur de téléphone, une boîte de snack, une boîte de médiator de guitare. En codage, les variables sont comme ces boîtes. Vous les étiquetez et vous mettez des choses à l'intérieur. Alors allons-y et voyons quelques exemples. Je vais aller ici et je vais dire « Je veux écrire un autre extrait de code » et cliquer sur « Code ». Et puis ici, je vais créer un nom de variable. Nom est le nom de ma variable et je vais dire « Le nom est Vivian ». Cela m'aide à taper cela sans rien faire. C'est un texte de chaîne, ce qui signifie que ce sont des caractères, entre guillemets doubles. Donc, c'est une chaîne. Donc, c'est un texte de chaîne, ce qui signifie que cette variable, nom enregistre une variable de chaîne, et la valeur de cette variable de chaîne est Vivian. Vous pouvez changer cela pour ce que vous voulez, vous y mettez votre nom ou mettez bonjour le monde. Mais c'est à quoi ressemble une variable de chaîne? C'est une variable de chaîne. Pensez-y comme à une boîte qui contient des chaînes, qui contient des caractères. Ensuite, je vais créer un entier qui sont des nombres entiers. Je vais dire âge. Maintenant, âge est une variable qui contient des entiers. Je vais dire 15 ici. Donc, encore une fois, c'est une boîte qui est nommée âge et elle contient des nombres entiers à l'intérieur, ce qui est aussi appelé entier dans les langages de programmation. Ensuite, je vais créer quelque chose appelé taille. Maintenant, que se passe-t-il si ce n'est pas un nombre entier? Par exemple, ma taille est, disons, 5,8. Alors, disons 5,8. Maintenant, cela s'appelle un nombre décimal, un nombre flottant. Donc cela, dans les langages de programmation, est appelé un flottant. Donc la boîte qui est appelée taille a une valeur flottante à l'intérieur et cette valeur est 5,8. Maintenant, il y a aussi quelque chose appelé un booléen qui est vrai ou faux. Donc je vais dire, est-ce que cette personne est un joueur? J'ai créé une boîte qui s'appelle A qui me dit si cette personne est un joueur ou non. Et je peux le définir sur vrai ou faux. Maintenant, c'est un booléen, ce qui signifie que la valeur de ceci peut être vrai ou faux. Si je ne suis pas un joueur, je dirai faux. Si je suis un joueur, je dirai vrai. Donc un booléen ne peut avoir que deux valeurs, vrai ou faux. La taille, comme je l'ai mentionné, est un flottant ou un nombre décimal, donc elle peut contenir beaucoup de chiffres. L'âge est des nombres entiers, donc ce sont des entiers. Donc 1, 2, 3, 4, c'est ce que cela contient. Et le nom est une chaîne de caractères que vous pouvez identifier par des guillemets doubles. Si je retire cela, cela signifie que j'essaye d'assigner une autre variable à cela, ce qui n'est pas vrai. Donc je vais mettre des guillemets ici à la fin, ce qui signifie que c'est la variable de type chaîne. Donc, nous avons une variable de type chaîne, nous avons une variable entière, nous avons une variable flottante et nous avons une variable booléenne ici. Maintenant, si je veux les afficher, je peux simplement dire print
et je ne vais pas les imprimer directement. Si je veux les imprimer directement, comme l'ordinateur me le dit, je peux le faire. Je peux dire imprimer. Je peux imprimer le nom, je peux imprimer l'âge. Oups! Je peux continuer et imprimer la taille. Je peux continuer et imprimer et joueur. Maintenant, si j'essaie d'imprimer cela, allons-y et appuyons sur Play ici. Cela va exécuter ceci et cela va passer par là. Cela va créer une boîte appelée un nom. Donc ce que Python dit à l'ordinateur, c'est de créer une boîte, de la nommer, de l'appeler. Nom et d'y attribuer la valeur Vivian. Âge, attribuer la valeur 15. Et dont l'ordinateur crée sur son disque dur ces données particulières et les enregistre là. Et puis quand je dis imprimer, cela imprimera. Il ira dans cette boîte, trouvera quel est le nom et l'affichera à l'extérieur pour moi. Donc, c'est comme ça que cela fonctionne. Maintenant, la prochaine option est comment puis-je le rendre plus joli. Donc, je peux aussi dire que je veux imprimer nom. Et je peux simplement dire virgule. Donc, ce que cela fera, c'est qu'il dira le nom de cette personne est Vivian. Donc, cela donne en quelque sorte une belle étiquette. Donc, de la même manière pour l'âge, je peux dire virgule, c'est l'âge de Vivian. Cette taille de Vivian. Laissez-moi juste m'assurer que je mets des 2 points partout. Et assurez-vous d'avoir vos virgules en place, sinon cela ne fonctionnera pas. Et je vais dire est-ce un joueur? Je vais mettre un point d'interrogation ici et cela me dira si c'est vrai ou faux. Je vais continuer et l'exécuter à nouveau. Laissez-vous voir, le nom est Viviane, l'âge est 15, la taille est 5.8 et est joueur. C'est vrai. Dans ce cas particulier, donc maintenant, ce que nous faisons, c'est que vous pouvez ouvrir la boîte appelée nom ici, à tout moment, pour voir quelle est la valeur stockée. Dans ce cas particulier, nous avons le nom Viviane. Je peux créer un autre morceau de code ici, et si j'imprime le nom ici à nouveau, cela fonctionnera toujours et le sauvegardera dans cette boîte. Donc chaque fois que je veux le supprimer, je peux le supprimer et le vérifier. Cela couvre donc nos variables. Passons à notre prochaine section qui consiste à parler à l'utilisateur ou à prendre une entrée de l'utilisateur depuis l'interface de codage. C'est comme lorsque vous vous connectez à votre jeu, votre console de jeu, et que vous dites « Oh, je veux jouer à un jeu » et vous demanderez « Quel est votre nom ?» et vous entrez un nom à cet endroit. Nous allons donc faire quelque chose comme ça. Je vais donc retourner à mon navigateur. Et ici, dans mon nouveau paramètre de codage, si vous ne l'avez pas, appuyez simplement sur ce bouton de code et un nouvel extrait sera disponible pour que vous puissiez taper ici. Je vais dire nom utilisateur. Je veux donc savoir quel est le nom de l'utilisateur. Je vais donc créer une variable appelée nom.utilisateur et ensuite je prends l'entrée de l'utilisateur. Je vais donc dire input. Et je vais demander à l'utilisateur quel est votre nom, point d'interrogation. Ce que cela fait, c'est qu'il appelle cette fonction input, tout comme notre fonction print. Il appellera cette fonction input. Et il l'affichera pour moi et attendra une réponse de l'utilisateur. Donc, si je lance ceci ici, vous verrez qu'il dit quel est votre nom et il me demande une entrée. Et je vais dire Viviane. Entrée et ensuite la valeur de nom utilisateur et Viviane. Maintenant, je peux faire un peu plus. Je peux dire print. Bienvenue. Et puis je dirai nom d'utilisateur. Maintenant, quand je lance ça, je vais le jouer. Ça dit quel est votre nom? Je dirai Vivian, entrée. Ça dit bienvenue Vivian. Donc, il passera par cette ligne et attendra que l'utilisateur entre la valeur avant de passer au fichier suivant. Donc, ce que nous faisons ici, c'est que nous faisons du codage intensif. Maintenant, coder est une conversation avec votre ordinateur, mais que faire si vous voulez une conversation avec la personne utilisant votre programme? C'est là que l'entrée intervient. Maintenant, quand nous exécutons cela, comme vous l'avez vu, votre programme s'arrêtera et attendra que l'utilisateur tape quelque chose. Ensuite, il imprime un message de bienvenue à votre utilisateur. Et si vous voulez le rendre plus joli, vous pouvez aller ici et dire plus. Donc, ce que vous faites, c'est que vous ajoutez des valeurs. Mais ce nom d'utilisateur est une variable et le reste des éléments que j'ai est plutôt une chaîne de caractères. Donc, je dois tout mettre sous forme de chaîne et je vais dire
ajouter ceci, quelle que soit la variable. Ici, si je retire ceci et que je tape simplement quelque chose comme ça, cela affichera simplement « Bienvenue, virgule » plus la valeur du nom d'utilisateur. Mais je ne veux pas ça, je veux, quelle que soit la variable entrée par l'utilisateur, je veux obtenir cela. Donc, la commande print regarde ce que vous avez entré. Et s'il y a des variables là-dedans, elle prendra cette variable et l'ajoutera, selon la façon dont vous l'affichez. Et maintenant, quand je l'exécute, ça va me demander à nouveau quel est votre nom. Et je vais dire Viviane. Entrée. Ça dit bienvenue, virgule, Viviane. Ce. Et si vous voulez le formater joliment, vous pouvez toujours le faire. Et entrée. N'importe quelle valeur aléatoire et ça dit bienvenue, virgule, aléatoire. Et vous pouvez vous amuser avec ça. J'espère que vous avez pu comprendre. Si vous avez des questions ou des problèmes ici, faites-le moi savoir dans les messages. Maintenant, pour passer à notre prochaine étape, nous allons faire un peu de magie mathématique. Alors, qui a besoin d'une calculatrice? Quand vous avez Python, faisons quelques calculs rapides. Alors allez-y, créez un nouveau fragment de code. Et ici, je vais créer une première variable x égale à 3. Ensuite, je vais créer une autre variable x égale à 10. Maintenant, quel type de variables sont-elles? Maintenant, basé sur ce que vous avez appris plus tôt, ce sont des variables de type entier. Maintenant, si je veux faire des calculs ici, je peux simplement taper print x plus id. Ce que cela fait, c'est qu'il prend le premier entier et l'ajoute au second. Maintenant, de la même manière, pourquoi cela n'a-t-il pas ajouté des éléments ici? Parce que c'est une chaîne de caractères. Dans une chaîne de caractères, il concatène simplement différentes chaînes ensemble et en fait une phrase entière. Mais ici, comme ce sont des nombres, ce sont des types entiers et ils ne sont pas entre guillemets. Si je mets des guillemets ici, cela m'affichera 3, 1, 0, quelque chose comme ça. Mais si je l'enlève, il prendra le nombre 3 et le nombre 10 et les additionnera comme une calculatrice. Ensuite, je peux aussi faire de l'impression i moins x. La raison pour laquelle je fais égale moins x est que i est un nombre plus grand. Vous pouvez faire x moins ig aussi, et cela vous donnera des nombres négatifs. Je peux faire de l'impression. Quelles sont les autres opérations mathématiques? X fois i. Donc, cela fera une opération de multiplication. Ensuite, je vais vouloir faire une opération de division, mi, qui est x divisé par ibis. Ensuite, je veux faire une division entière. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle supprime les décimales. Parce que si vous regardez 3 divisé par 10, cela devrait être comme 0,333 quelque chose. Donc, cela me donnera 0 dans ce cas particulier. Cela se fait en utilisant la double barre oblique. Je peux, pour rendre cela plus clair, faire y divisé par x. Et la même chose ici. Oups. Oui, voilà. Notre prochaine chose que je veux vous montrer est un modulo, qui vous donne en quelque sorte le reste de l'opération. Donc, dans ce cas particulier, je vais dire i modulo x. Donc, il va essayer de voir quel est le diviseur de cela. Donc, et me donner le reste de cela. Donc, par exemple, 3 fois 3 fait 9. Combien reste-t-il? Reste 1, et c'est ce que cela me montrera en sortie. Ensuite, je peux faire l'impression y, étoile, étoile, x. Cela me donnera 10 à la puissance de 3, ce qui est 1000, et c'est ce qui sera affiché pour moi. Allons-y et exécutons-le. Et comme vous pouvez le voir, x plus y est 13, y moins 3 est 7, x fois y est 30, puis 3,333 pour y divisé par x est y. La division entière me donne juste 3 et supprime tous les points. Le modèle au reste y mod x opération modulo me donnera 1 et mon x élevé à la puissance 3 me donnera 1000. Donc essayez de créer un petit programme de calculatrice pour vous-même. C'est un projet parfait pour les débutants. Ensuite, c'est l'heure de la décision, si. Sinon, si sinon. Maintenant, dans la vie réelle, vous prenez des décisions tout le temps. S'il pleut, prenez un parapluie, sinon. Portez simplement des lunettes de soleil. Maintenant, Python fait la même chose. Nous allons donc écrire du code de décision. Nous allons donc retourner à mon navigateur et créer un nouveau code. Et ici, je vais dire d'abord âge égal à
entier de. Donc, je vais demander à l'utilisateur quel est votre âge et pour cela, je vais dire input, entrée, votre âge. La raison pour laquelle je dis int devant est que si je fais juste cela, tout ce que l'utilisateur entre sera pris comme une chaîne. Donc, si j'entre 25, cela enregistrera simplement mon âge comme 25 en tant que chaîne. Mais je veux le convertir en entier. Donc, je peux dire que je peux ajouter int devant entre parenthèses et ensuite tout ce que l'utilisateur entre. Donc, si je dis 25, cela le convertira en un nombre entier et l'assignera à l'âge. C'est pourquoi j'utilise int ici et maintenant c'est le moment de prendre une décision. Donc je vais poser une question si âge, je demande à l'ordinateur si l'âge est supérieur ou égal à 18. Je dirai imprime, vous êtes un adulte. Alt imprimer ou sinon imprimer. Vous êtes mineur. Donc c'est une instruction if-else. Donc maintenant, les deux ne seront jamais affichés. Parce que si j'entre mon âge comme 18, cela affichera le premier. Vous êtes un adulte. Si je dis 15, cela n'imprimera pas celui-ci parce que c'est faux ici. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, si je dis 15, c'est moins. Donc, il dira imprimer, vous êtes mineur. Alors, allez-y et exécutez ceci. Il me demandera quel est votre âge et je vais dire 15 et il passe par là. Et il regarde ceci. Décision ici, prend une décision, regarde la valeur et vérifie. C'est 15, ce qui signifie qu'il ne devrait pas exécuter ceci et il exécutera sinon. Boucle ici. Je vais imprimer ceci. Si je le relance, et cette fois, je dirais que mon âge est 33, entrée. Vous voyez, vous êtes un adulte. Parce qu'il passe par cette décision ici, si l'âge est supérieur à 18, ce qui est vrai dans ce cas. Et il imprimera ceci et il ignorera le côté sinon. Je peux aussi utiliser elseif où je peux dire ici, elle, ici, c'est elseif. L'âge est, disons, supérieur à 13, vous êtes un adolescent. Sinon, vous êtes mineur. Si c'est moins que cela, alors c'est un mineur. Si je lance ceci ici, et maintenant, j'ai trois conditions différentes que je dois rechercher. Si j'ai 25 ans, il dira que vous êtes un adulte, dans ce cas particulier. Si je le relance et que je dis que j'ai 15 ans, dans ce cas, il va, je viens de l'arrêter, laissez-moi le relancer. Si je dis 15 et appuyez sur Entrée, il vérifiera la valeur ici supérieure à 18, non. Puis il vérifiera sinon. Si l'âge est supérieur ou égal à 13, c'est 15. Donc, vous êtes un adolescent et un autre cas. Si je dis que j'ai 10 ans et que je le lance, il dit que vous êtes un mineur. Donc, c'est ainsi que fonctionne le if. Else, maintenant, nous allons examiner les boucles qui sont des actions répétitives. Il y a deux boucles différentes que je veux que vous regardiez. La première est la boucle while, où vous voulez répéter quelque chose encore et encore jusqu'à ce qu'un scénario particulier soit atteint. Par exemple, peut-être que vous voulez faire 10 jumping jacks. Donc, vous continuez à compter jusqu'à atteindre 10. Donc, c'est ainsi que vous écrivez une boucle. Maintenant, vous ne voulez pas l'écrire en dur dans le code, où vous pouvez dire, d'accord, jumping jack 1, jumping jack 2, 3, 4. Au lieu de cela, vous pouvez écrire une boucle. Alors, voyons comment écrire une boucle while. Je vais aller de l'avant et ouvrir mon navigateur. Et ici, je vais créer un autre morceau de code. Et dans ce cas particulier, je vais dire que count est égal à 0. Donc, je crée une variable entière ici. Et ensuite, je vérifie si count est inférieur à 5. Dans ce cas particulier, je vais dire que count est à cette valeur et ensuite, je veux réduire le nombre maintenant. La seule façon de réduire le nombre est de compter moins 1. Donc, ce que je fais ici, c'est vérifier si count est inférieur à 5 dans ce cas. C'est 0, donc. Je vais dire que je pense avoir une erreur ici. Au lieu de réduire, je veux l'augmenter. La raison était que je vérifie si le count est inférieur à 5, il est inférieur à 5. Je vais dire imprimer count est, dans ce cas particulier, il imprimera 0, puis il continuera et incrémentera la valeur de count de 1.
Donc, quelle que soit la valeur initiale qui est 0, elle sera incrémentée de 1. Et maintenant, la valeur de count est 1 et il vérifie à nouveau. Tant que count est inférieur à 5, 1 est inférieur à 5. Donc, il va continuer et l'imprimer à nouveau encore. Il va entrer et augmenter la valeur de maintenant 1 devient 2. Maintenant, c'est l'opérateur d'incrémentation ou vous pouvez directement dire au lieu de faire ce travail supplémentaire. Vous pouvez dire plus égal à 1 ou il incrémente. Si vous voulez décrémenter, vous faites moins égal à 1. Donc, puisque je veux incrémenter, laissez-moi faire cela. Et maintenant, quand je l'exécute, ce qu'il fera initialement, c'est qu'il imprimera lorsque la valeur de count est 0 et dira imprimer count est 0, puis ajouter 1 à cela. Maintenant, la valeur de count est 1. Il vérifiera à nouveau. Je dirai 1, 2, 3, 4. Maintenant, quand il imprime, count est 4 ici. Il vérifiera count, il incrémentera de 1. Maintenant, la valeur devient 5. Maintenant, est-ce que count est inférieur à 5? Est-ce toujours inférieur à 5? 5 n'est pas inférieur à 5. 5 est égal à 5. Donc, il sortira et fermera le programme. C'est ce qui se passe ici maintenant. Ce code, comme vous pouvez le voir, imprime le count de 0 à 4, un par un. Maintenant, si je veux le faire 10 fois, vous pouvez l'enregistrer, l'exécuter. Il dira 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à ce que la valeur soit atteinte. De même, vous pouvez faire 100, 1000, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'ajouter ici. Suivant. Je veux maintenant parler de la boucle for. La boucle for est utilisée lorsque vous avez une liste de tâches et que vous voulez les parcourir une par une. Donc, on vous donne une liste dans ce cas particulier. Par exemple, vous avez 10 jeux vidéo et vous voulez trouver le bon jeu à jouer. Donc, vous les parcourez chacun jusqu'à ce que vous le trouviez. Et quand vous le trouvez, vous pouvez arrêter de parcourir l'ensemble de disques ou vous pouvez simplement continuer si vous voulez voir si vous en avez deux. Donc, je vais continuer. Ajouter un autre extrait de code ici. Et ensuite, je vais dire vidéo jeu égale à et je vais maintenant créer une liste. Pour créer une liste, je peux utiliser des crochets et à l'intérieur, je peux dire jeu. Ensuite, je peux dire jeu 2, suivant, jeu 3. Donc, mettons 3 jeux ici. Maintenant, je veux parcourir chaque jeu et ensuite imprimer ces jeux que j'ai. Pour cela, je peux dire pour jeu. Dans vidéo jeu, je veux imprimer le nom du jeu. Donc, ce que cela fait, c'est qu'il va parcourir chacun d'eux ici. Donc d'abord, il va au premier. Il regarde ce nom et l'assigne à ceci, puis l'imprime. Ensuite, il passe au suivant, fait la même chose. Il l'assigne à cette variable jeu et l'imprime. Troisièmement, il continuera ainsi. Donc si je lance ceci, et comme vous pouvez le voir, il imprime chaque jeu pour vous. Donc c'est notre boucle while et notre boucle for. Ensuite, regardons les listes où vous suivez toutes vos affaires, comme les jeux vidéo que nous venons de faire. Une liste est une playlist sur Spotify. Elle contient un ensemble d'éléments dans un ordre particulier. Alors voyons maintenant vos commandes musicales. Bien sûr, vous pouvez les mélanger, mais disons que si vous voulez les parcourir dans un ordre particulier, c'est à cela que servent les listes. Maintenant, examinons certaines des fonctionnalités que les listes offrent. Nous avons donc déjà créé une liste ici. Nous avons une liste de jeux. Maintenant, je vais aller de l'avant et commenter cela. Quand je mets le hashtag ou dièse devant n'importe quelle ligne de mon code, ce que fait Python, c'est qu'il ignore simplement cette ligne de code. Donc, si vous voyez ici, rien ne se passe parce qu'il passe simplement par là, puis il ignorera ceci et il ignorera cela. Alors, que fait ce signe dièse? Il indique à l'ordinateur que le code dit à l'ordinateur, ignore-le simplement, ne fait rien avec. Donc, tout ce qu'il fait, c'est créer une liste avec 3 jeux à l'intérieur ici. Maintenant, si je veux regarder mon premier jeu, je vais dire jeu vidéo de 0. Je ne veux pas les voir tous, donc je vais juste dire jeu vidéo 2. Ce que cela fera, c'est simplement m'imprimer l'élément du premier élément. Maintenant, pourquoi n'ai-je pas dit 1 ici? La façon dont les listes fonctionnent est qu'elles commencent avec un index 0. Donc ceci est 0, ceci est le jeu 1 et ceci est le jeu 2. Combien d'éléments ai-je? J'ai 3 éléments ici.
Donc, la longueur de cette liste sera de 3, mais l'index ou le classement commence par ceci est le 0, ceci est 1 et ceci est 2. Donc, si je dis jeu vidéo de 0, cela m'imprimera le premier élément ici, qui est le jeu 1. Maintenant, ensuite, je peux ajouter des éléments à cette liste de jeux vidéo. Je peux dire jeu vidéo. Point à pan. Je veux ajouter un jeu 4. Et maintenant, si je veux voir ce que j'ai à l'intérieur de cette variable jeu vidéo, c'était déjà une liste de 3 éléments. Et je dis s'ajoute jeu 4. Donc, je devrais voir le 4e jeu. Je vais commenter cela parce que je ne veux pas voir cette ligne imprimée. Il passe par là, il regarde cela et il l'imprimera. Jeu 1, jeu 2, jeu 3, jeu. Je peux aussi changer un élément particulier ici. Je peux dire vidéo, underscore, jeu. Et à l'intérieur du premier élément, pour l'index 1, qui est 7, index 1. Je veux changer cela et l'appeler jeu. 8. Alors, pensez-y, vous avez un tiroir ou une boîte d'objets et vous voulez retirer le deuxième objet et le remplacer par autre chose. C'est ce que je fais ici maintenant. Allons-y, je vais prendre ce code ici, le mettre ici et l'exécuter. Donc, si vous voyez jeu 1, jeu 8, jeu 3, jeu 4, qu'est-il arrivé à jeu 2? Donc, ce que j'ai fait en faisant cela, c'est que j'ai pris le jeu 8 et je l'ai remplacé par jeu 2. J'ai jeté le jeu 2 et le jeu 8 a été ajouté à la place de jeu 2. Et c'est comme ça que vous faites cela en moins. Cela nous amène aux fonctions. Nous avons déjà appelé certaines fonctions. Nous avons appelé la fonction print, nous avons appelé les fonctions input, que vous permettent de faire les fonctions. Elles vous permettent de créer vos propres commandes. Donc, quelles que soient les fonctions que nous avons utilisées jusqu'à présent, ce sont celles qui sont disponibles par Python, à savoir print et input. Mais maintenant, imaginez que vous pouvez effectuer une certaine tâche, un peu comme envoyer un message de salutation. Au lieu de copier le même code à plusieurs reprises, vous définissez une fonction une fois, puis vous l'appelez chaque fois que vous le souhaitez. Donc, par exemple, revenons au code et créons-en un nouveau. Et ici, je vais créer une fonction. La façon de créer une fonction est de dire def, c'est ainsi que vous définissez une fonction, puis vous donnez le nom de la fonction. Dites, soulignez, bonjour. Donc, c'est le nom de ma fonction et à l'intérieur ici. Donc, si je veux mettre quelque chose à l'intérieur d'une fonction, je mets un 2 points. Et puis, je passe à la ligne suivante. Et assurez-vous que c'est indenté, car tout ce qui est indenté fait partie de la fonction. Donc, je peux dire print bonjour de votre toute première fonction. D'accord, donc c'est là maintenant. Je vais sortir de la fonction en revenant en arrière et j'appellerai cette fonction en disant, disons, bonjour, puis des parenthèses à côté. C'est ainsi que vous créez une fonction très simple et je peux l'appeler plusieurs fois. Elle va, disons, elle continuera à imprimer. Hello de votre toute première fonction, hello de votre toute première. Selon le nombre de fois que vous l'appelez, elle appellera cette fonction et fera tout ce que vous lui demandez de faire à l'intérieur de la fonction. C'est donc ainsi que fonctionnent les fonctions maintenant. Nous avons vu comme imprimer et puis nous avons donné quelques jeux vidéo à l'intérieur ici. Il n'y a pas de valeur ici, donc ces choses sont appelées paramètres. Les variables que vous donnez à l'intérieur sont appelées paramètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que cette fonction prend un paramètre appelé personam. Et puis au lieu de cela, ici, je vais ajouter à cela la personne, à cela, qui est bonjour, quel que soit le nom, bonjour. Disons que je passe Viviane. Bonjour, Viviane de votre toute première fonction. C'est ce qui sera imprimé maintenant. Cela n'existe plus ici. Puisque je dis dire bonjour et que j'ai mis des parenthèses vides ici, cela n'existe plus parce que cette fonction prend un paramètre. Donc je peux dire ici bonjour Viviane et je vais enlever tout le reste. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que je dis dire bonjour. Et au lieu de donner une variable, j'ai donné la valeur d'une variable, qui est une chaîne de caractères.
Elle prendra cette valeur de chaîne et l'assignera à cette variable, puis elle dira imprimez bonjour, passez la valeur de cette variable. Ici, pour dire bonjour, Viviane, dans ce cas depuis votre toute première fonction, je l'exécute et dis bonjour Viviane depuis votre toute première fonction. Maintenant, si je veux changer cela pour disons Clyde et l'exécuter, il dira bonjour Clyde depuis votre toute première fonction. Maintenant, selon ce que l'utilisateur dit, son nom est. Vous pouvez donner un message personnalisé et simplement appeler ceci. Et vous n'avez pas besoin d'écrire cela comme une partie de votre code et vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. Maintenant, une autre chose que cela peut faire est qu'il peut également retourner. Les fonctions peuvent renvoyer des valeurs à celui qui les a appelées. Donc, par exemple, je veux créer une autre fonction qui multiplie deux nombres. Donc, cela prend deux nombres. Vous devez passer deux nombres en tant que paramètre et ce qu'il vous donnera en retour, il le renverra. Vous devez donc dire spécifiquement retourner à fois B et ensuite je passerai à la ligne suivante. Et ici, je dirai résultat. Je crée une variable appelée résultat égale à, disons, multiplier 3,5. Donc, ce que je fais ici, c'est que j'appelle cette fonction multiplier et je passe les valeurs 3 et 5 à cela. Donc, la valeur de la variable a sera 3, la valeur de la variable b sera 5 et cela renverra a fois b 5 fois c 15 à cette variable résultat. Et puis, je l'imprime ici, je peux toujours dire résultat, virgule. Rendez-le joli, jouez. Et maintenant, si vous voyez ici, le résultat est 15. Maintenant, je change juste la valeur ici. Disons 15 fois 3, exécutez-le, et il dira 45. Comment? Environ 30 fois 15, ce sera juste un 0 de plus, 450. Donc voilà. C'est ainsi que vous pouvez passer. Ou appeler cette fonction de multiplication, encore et encore, plusieurs fois différentes. Cela nous amène à notre prochaine partie, qui est un mini-projet de jeu de devinette de nombres. Nous allons donc écrire un jeu en utilisant tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Nous utiliserons des nombres aléatoires, nous utiliserons des boucles, nous utiliserons des conditionnels, nous utiliserons des entrées de l'utilisateur, vous le nommez, nous utiliserons tout. Encore une fois, ne regardez pas les nombres aléatoires, mais nous allons créer des nombres aléatoires. Donc pour faire cela, laissez-moi d'abord aller sur mon navigateur. Et je vais créer un nouveau code ici. Et à l'intérieur de cela, je vais importer quelque chose appelé random. Maintenant, c'est une bibliothèque que Python nous fournit, qui a des fonctionnalités ou des fonctions, qui crée des nombres aléatoires pour nous. Donc je vais dire nombre secret, c'est ce que l'ordinateur va me donner, random point, entier aléatoire, 1,10. Donc ce que cela fera, c'est créer un nombre entier aléatoire, entre 1 et 10, et cela sera assigné au nombre secret. Maintenant, je ne le sais pas, vous ne le savez pas, nous ne savons pas ce que c'est. La seule personne qui connaît ce nombre secret est notre code Python et l'ordinateur qui l'a généré. Donc je vais dire que l'utilisateur a 3 tentatives pour résoudre cela, donc je donne à l'utilisateur une opportunité de 3 tentatives que je vais réduire. Chaque fois que l'utilisateur devine le nombre suivant, je vais dire à l'utilisateur d'imprimer. Je pensez à un nombre, si je peux taper correctement, entre 1 et 10. Donc je demande à l'utilisateur, pouvez-vous deviner un nombre? Je vais vérifier d'abord, tant que les tentatives sont supérieures à 0. Donc, si l'utilisateur a encore des tentatives restantes, l'utilisateur a 3 tentatives, les tentatives sont supérieures à 0, je vais dire que la supposition est égale à entier entrée. Puisque l'utilisateur a des options, je vais dire faites une supposition. Une autre bonne partie de cet éditeur ici, l'éditeur Google Colab, est qu'il complète votre code pour vous. Donc, si vous êtes bloqué quelque part, il vous aidera à compléter le code pour vous. Donc, de toute façon, maintenant, je prends l'entrée de l'utilisateur. Ici, l'utilisateur dira, disons 5 que je convertis en int et je l'assigne à une valeur. Oui. Donc ensuite, je vais vérifier ici. Si la supposition est égale au nombre secret, je vais dire félicitations, vous avez deviné,
le nombre, ou je dirais break. Donc je sortirai de cette boucle, et je dirai sinon. Si la supposition est inférieure, je vais dire trop bas, sinon. Je dirai trop haut. Et puis je réduis le nombre de tentatives d'une de plus, moins 1. Ensuite, je vais vérifier combien de tentatives. Il reste si les tentatives sont égales à 0. Je vais dire désolé, vous n'avez plus de tentatives. Le nombre secret était quel que soit le nombre. Donc ce que je fais, c'est que je dis à l'utilisateur qu'il a 3 tentatives et je lui demande, donc si les tentatives sont supérieures à 0, la première fois ce sera 3 tentatives. L'utilisateur dira, disons que le nombre secret est 5. L'utilisateur dira, disons 8. Et ensuite je vérifierai si 8 est égal à 5. Ce n'est pas le cas, donc je vais dire, attendez, votre nombre est trop élevé. Le nombre est 5, donc en quelque sorte. Selon ce que l'utilisateur devine, je lui donnerai un indice, en disant trop bas ou trop haut. Et puis, je réduirai à nouveau le nombre de tentatives, l'utilisateur essaiera de deviner, et si l'utilisateur épuise toutes les tentatives, c'est-à-dire 0, alors je dirai désolé, vous n'avez plus de tentatives. Le nombre secret était je donnerai le nombre. Alors allons-y, et jouons à ce jeu, et voyons si tout fonctionne bien. Dites jouer. Pensez à un nombre entre 1 et 10. Faites une supposition. Je vais dire 5. Et ça dit trop bas. Essayez encore. Donc je suis. Cela signifie que c'est entre 5 et 10. Donc je vais dire ma deuxième tentative, je dirai 7. Et ça dit trop bas, essayez encore. Donc cela signifie que c'est entre 7 et 10. Donc je vais dire 8. Trop bas, essayez encore. Donc je pense que dans ce cas, c'était 10 et non 8. Donc il a deviné un nombre très élevé. Relancez-le. Faites une supposition. Je vais dire 5. Trop bas, je vais dire 8. Trop bas, qu'est-ce que c'est encore? Encore 10. Félicitations, vous avez deviné. Le nombre qu'il a deviné 10 deux fois. Essayons encore, voyons voir. Je vais dire 5, trop bas. Est-ce 10 encore? Trop haut? D'accord, donc c'est entre 5 et 10. Je vais dire 8. Oh non, c'était 9. Il essaie. Un peu de deviner des nombres assez élevés. Allons-y. Si je peux deviner un nombre bas. 5 trop bas. Ok, encore une fois. 10 trop haut. 8. Non, c'était 6, de toute façon. Profitez de ce jeu. J'espère que vous avez pu construire ce jeu et y jouer. Si vous avez eu des questions ou des problèmes lors de la mise en œuvre, faites-le moi savoir. Et maintenant, je pense que vous êtes prêts à plonger profondément dans la programmation Python.